Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette table ronde. Nous allons explorer comment améliorer les mobilités pour les usagers tout en limitant les impacts environnementaux. Un sujet très important qui nous concerne tous, notamment à Bordeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais vous présenter nos 5 intervenants. Tout d'abord, Béatrice de François, qui est maire de Parempuire et vice-présidente de la métropole de Bordeaux, en charge des transports en commun et du stationnement. Édouard Reynaud, qui est le directeur général France de Transdev. Tout à gauche, Sylvain Martin, qui est le directeur général France de Thiers. Ludovic Fouché, qui est le président de Vélocité. Et enfin, Albert Pérez, qui est le directeur de la mobilité d'Engie Solutions. Donc on a 3 quarts d'heure ensemble. On va essayer de vous laisser un tout petit peu de temps pour les questions-réponses en fin de table ronde. 3 quarts d'heure, on est 5, donc on va essayer d'être efficace. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Madame de François pour qu'elle nous présente les grands enjeux de mobilité dans les métropoles, évidemment, en particulier dans la métropole de Bordeaux. S'il vous plaît. Déjà, vous avez presque tout dit dans le titre, parce que la mobilité est un réel enjeu pour les métropoles. Et notamment, vous qui n'êtes pas forcément de Bordeaux, vous êtes bien rendu compte que la circulation n'est pas toujours facile, même si on vous a incité à prendre les transports en commun. La mobilité, c'est le quotidien des habitants. C'est ce qui fait du sens au déplacement, c'est la qualité de vie. Et notre travail est justement d'améliorer ces déplacements. Comment avons-nous fait et comment essayons-nous de faire? Parce que rien n'est jamais gagné. Nous avons travaillé à la métropole sur un schéma des mobilités qui prend en compte non seulement les habitants de la métropole, mais qui prend aussi en compte l'extra-métropole, puisqu'on se rend compte qu'il y a 20% des circulations en mobilité qui viennent de l'extra-métropole. Donc c'est pour ça que nous avons établi ce schéma avec un RER métropolitain, avec un réseau de bus amplifié. Nous allons essayer, puisque nous avons déjà le tram qui est l'armature avec ses 77 km, ce qui est énorme pour une métropole. Je crois que c'est Lyon qui fait mieux. Et nous avons aussi mis des critères, dont un critère de déplacement éco-citoyen propre, puisqu'il faut que l'on arrive à stopper, on aura du mal, mais au moins à diminuer les effets de serre de tous ces gaz à effet de serre des automobilistes. Donc il faut qu'on trouve une solution pour inciter, trouver les bonnes solutions pour chaque territoire et pour chaque habitant. Il faut mieux connaître les usagers, c'est pour ça qu'il y a aussi des enquêtes qui sont en cours pour savoir comment on se déplace, pourquoi on se déplace, à quelle heure. Et puis l'aspect innovant de ce schéma des mobilités au travers de la métropole, c'est justement d'intégrer les émissions de carbone et l'impact, je viens de vous le dire, sur l'environnement. Il faut aussi, c'est important, qu'il y ait une nouvelle gouvernance, puisque les AOT sont différentes. Nous avons la métropole pour tout ce qui est intermétropolitain, la région, et puis voir plus loin. Et il faut qu'on trouve vraiment une... ce qu'est l'AOT ? Autorité organisatrice de transport. Voilà, il faut que l'on travaille ensemble sous forme de syndicat ou d'une autre façon, mais il faut vraiment que l'on se parle, et c'est l'intérêt de tout le monde et c'est l'intérêt de la planète. Merci beaucoup. Édouard Reynaud, si vous pouvez nous présenter rapidement Transdev et les grands enjeux pour vous dans les métropoles, en particulier la question des périphéries, et également les exemples que vous avez d'actions que vous faites à l'étranger, et puis aussi peut-être un petit focus sur les études que vous avez post-Covid sur les usages des transports. Puis après, on reviendra sur d'autres problématiques. Après. Très bien. Transdev, c'est un groupe opérateur et intégrateur de mobilité. Nous transportons quotidiennement 11 millions de personnes dans le monde. Nous sommes présents dans 17 pays. Et en France, nous avons 34 000 collaborateurs qui, chaque jour, tissent, construisent, collaborent, montent des partenariats pour offrir des solutions et des offres de mobilité qui soient efficaces, sûres et innovantes, et surtout au service du bien commun, puisque c'est bien l'enjeu de ce WIZ. Moi, je crois que vous avez complètement raison, Madame de François. Les transports publics, en fait, on a fait beaucoup d'investissements, on a engagé beaucoup de ressources dans les 20 dernières années. Mais il y a un constat qu'on peut tous faire, c'est que le report modal n'est pas là où on voulait l'attendre, où on l'a attendu. On a développé beaucoup d'offres dans les centres et moins en périphérie.
On est aujourd'hui, en fait, notre enjeu majeur à tous, c'est la liaison centre-périphérie. Et c'est là que se jouent les enjeux de mobilité. C'est aussi à l'échelle des aires urbaines, c'est à l'échelle des bassins de vie, en fait, ce qui permet à chacun de se nourrir, d'aller à l'école, d'accéder à la culture, d'accéder aux activités sportives, de soigner et d'aller travailler, évidemment, que doit se piloter la mobilité. Comment on peut le relier finalement à la thématique développement durable du WIS? C'est évident, d'abord on le sait tous, on a une contribution nécessaire du transport et en tant qu'opérateur à lutter contre les changements climatiques. Et si on prend une grande métropole, je vais prendre l'exemple de Lyon, comme ça pour pas perturber, mais on peut se dire qu'aujourd'hui, 25% des actifs n'habitent pas dans la métropole. Ils sont à l'extérieur de la métropole. Ils viennent travailler dans la métropole. Qu'aujourd'hui, 70% des émissions de gaz à effet de serre sont dues 70% sont dus aux déplacements inférieurs à 80 km. Et 96% de ces déplacements sont faits avec de la voiture. On peut aussi dire que si on s'intéresse au centre, à l'hypercentre, on va travailler sur 2% des émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde la logique centre urbain-périphérie, et notamment première couronne et potentiellement deuxième couronne, on peut agir sur 55% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'on a un enjeu dans ce cadre-là. Et on a un deuxième enjeu, c'est sur le plan de l'aménagement, en fait, favoriser la proximité avec les déplacements du quotidien et j'allais dire des mobilités actives ou musculaires, même la marche, le vélo, les micromobilités, et puis favoriser la vitesse avec les transports en commun structurants pour les déplacements à la fois plus longs, réduire l'usage de la voiture, évidemment. Alors, on n'est pas du tout dans un modèle où il faut supprimer l'usage de la voiture. On est dans un modèle où il faut réduire l'usage de la voiture puisqu'elle est directement intégrée. Rappelons-nous juste qu'aujourd'hui, 40% des Français sur le territoire national n'ont pas accès à une offre de transport public et de transport en commun. Et ce qui est nécessaire, c'est réduire l'usage de la voiture en zone dense, à la fois pour aider le centre à mieux respirer, à être plus apaisé, et puis surtout, c'est de travailler l'offre de transport public en première couronne pour porter un effort sur ces zones qui sont des zones denses ou semi-denses et qui sont en lien entre les zones d'emploi et les zones d'habitat. Déployer ces transports en commun de manière efficace, ça renforcera de manière évidente, progressive, la cohésion territoriale et la cohésion sociale. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre un exemple très loin à l'étranger. C'est celui des cars express urbains de Bogota. On a à Bogota des bus à très haute fréquence. C'est une dizaine par minute. C'est 250 personnes par bus. On est sur des sites propres sur boulevard urbain ou des autoroutes et en voie centrale. C'est à peu près 114 km de voies dédiées. C'est des capacités de 40 à 50 000 passagers heure par sens, ce qui aujourd'hui finalement est assez similaire à un métro, mais sauf que c'est un transport de surface et qui permet de transporter 2,5 millions de passagers par jour et ça fait à peu près 60 millions de validations au jour. C'est énorme. Et ça, on voit bien que ça, les gens sont prêts à payer parce qu'il y a une offre. En quelle année ça a été créé ? C'est d'abord une évolution. Pour vous, alors, l'année précise, je ne la connais pas directement, mais nous, on est opérateur depuis une bonne dizaine d'années et on est surtout en train de passer à l'électromobilité sur ce type de réseau. Donc ça, c'est vraiment comment je crée de l'offre pour venir de la périphérie vers le centre. Puis un deuxième exemple plus connu et plébiscité ici localement, c'est la liaison Créon-Bordeaux sur la place de la République. On est à 25 km de Bordeaux.
et avec une offre en fait avec Créon, c'est dans l'entre-deux-mers, pour ceux qui ne sont pas d'ici. voilà, des cars roulant au bio-GNV. On a avec 8 cars roulant au bio-GNV. On met 50 minutes. On a une offre toutes les 15 minutes. Il y a 29 allers-retours par jour. Le tarif est hyper compétitif à 2 euros par jour ou un abonnement à 40 euros par mois. Et ça permet, aujourd'hui, tous les gens qui l'empruntent, on a, j'allais dire, permis à 43% des usagers de limiter l'usage de leur voiture, parce qu'ils peuvent peut-être l'utiliser pour rejoindre la ligne sur Créon, mais après, ils n'utilisent plus la voiture, ils utilisent cette ligne de car à haut niveau de service, cette ligne express. Donc on voit bien qu'on peut faciliter et travailler cette zone centre-périphérie. Et en contrepartie, évidemment, il y a ce transport en commun structurant, c'est un bloc parmi d'autres, mais il y a aussi toute la chaîne de mobilité et toute l'intermodalité, toute la logique qu'on doit associer au transport. C'est être en capacité d'avoir des transports en commun, mais également du vélo, également du train, également du car, et puis de la marche à pied. Juste pour terminer là-dessus, on observe tous aujourd'hui un changement de comportement vers une plus grande utilisation du vélo et de la marche à pied. Alors, l'enseignement qu'on peut avoir, on avait fait une enquête avec Région de France juste avant le Covid, c'était une enquête Région de France Transdev, où on avait interrogé 10 000 Français et ils avaient, dans tous les milieux, hein, périurbains, urbains et centres urbains denses et campagnes également, ils exprimaient tous le souhait de faire du vélo. Donc, quelque part, le vélo n'était pas nouveau, c'était déjà une envie avant le Covid. Le Covid crée une accélération pour développer cette capacité. Et on peut aussi faire mention à une autre étude qu'on a pu faire pendant toute cette phase de crise Covid. On est allé sur le terrain et on a interrogé avec Sonia Lavadino, qui est une Suisse experte dans le milieu des transports. On a fait une exploration qualitative en fait auprès des usagers en interrogeant 900 usagers à l'été 2020. Et qu'est-ce qu'ils ont confirmé? Ils veulent une envie post-Covid de mobilité plus à l'air libre, plus individuelle, plus flexible, plus hybride et davantage de proximité. Donc tout ça nous montre que le vélo, la marche, sont des enjeux très forts, qu'il faut développer ces différents segments. On peut les développer évidemment à travers les services de VLS, mais également avec des tarifications intégrées. Enfin, on l'a fait sur de nombreux réseaux. On est aujourd'hui un des premiers opérateurs de vélo en France, avec des offres VLS, location longue durée associée. Et donc c'est bien cette combinaison de l'ensemble de ces modes de transport qui fait que d'un côté, on a un centre, j'allais dire, plus apaisé et malgré tout avec évidemment une offre de transport structurante très forte, hein, c'est bien, mais on a aussi la nécessité de développer l'offre dans la périphérie et d'aider sur à la fois des pénétrantes, on peut parler de Créon Bordeaux, mais on peut aussi parler de tous les projets qui est en train de travailler le syndicat des mobilités de Nouvelle-Aquitaine. Madame de François parlait de coordination, je crois que c'est essentiel. Là, on est vraiment dans les interfaces nécessaires et dans la capacité à le faire. Sur Créon Bordeaux, c'est un vrai partenariat qui s'est noué entre la région, entre la métropole, pour réussir à monter cette ligne. Et ça a été fait de manière très efficace et rapide. Et ça permet également, à travers ça, quand on travaille le centre-ville, de désaturer aussi un peu le transport dans les centres-villes et que les gens, finalement, utilisent des vélos, utilisent de la micromobilité de manière plus immédiate. Mais voilà, ne nous trompons pas, le vélo, c'est en train de monter, 8-10% en termes de report modal, mais en termes de kilomètres réalisés, ça reste autour des 3%. Et n'oublions jamais que la voiture, c'est peut-être 67 ou 70% de part modale aujourd'hui, mais qu'en kilomètres réalisés, c'est encore 80%. Et donc, il faut adresser des longues distances et être en capacité de développer la vitesse pour que les usagers aient de l'offre
et une vitesse qui leur permet de dégager du temps utile. Merci beaucoup d'avoir posé tous ces enjeux. On va y revenir tout à l'heure, puisqu'il y a un enjeu de voir comment les différents acteurs des mobilités, justement, coopèrent et mutualisent des services. Et donc, vous avez tendu la perche à Sylvain Martin. Donc, pour Thiers, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous présenter Thiers et puis les démarches environnementales que vous avez menées? Donc, là aussi, Thiers est un opérateur dans le monde entier, quoi. Oui, alors, excusez-moi, donc déjà, on dit Thiers. Thiers, excusez-moi. C'est important. Donc on est opérateur allemand. Donc, aujourd'hui, Thiers, on est présent dans 400 villes au travers de deux grands réseaux. Celui de Thiers, qui adresse principalement le sujet de la multimodalité sur des flottes en libre-service, plutôt sous typologie des contrats en France qu'on a d'occupation domaniale. Donc là, on va opérer des vélos, des trottinettes électriques, des scooters électriques. Donc ça, on le fait dans un peu plus de 170 villes. Et puis, on a aussi le réseau Nextbike qu'on a acheté, qui est le plus gros opérateur européen et un des plus gros mondiaux, qui opère principalement là, des contrats de VLS et de VAE sous des contrats publics Peut-être avec les préciser, territoires. j'ai pas eu le temps de vous demander VLS, VAE, tout le monde n'est pas... Alors VLS, ce sont des vélos... libre-service. Oui, et je rajouterai pas de mot derrière, parce que c'est un vélo tout court. Et puis il y a les vélos électriques aussi, effectivement, dans ce mix qu'opère Nextbike, au même titre qu'on en opère Vélo aussi, à assistance électrique. Vélo à assistance électrique, exactement. Donc voilà, pour vous donner un peu la taille et l'échelle, c'est 250 000 véhicules de micromobilité qui sont opérés au travers de ces deux réseaux en Europe et de par le monde. On a un substrat qui est celui de l'impact écologique, qui est vraiment la base de nos engagements. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas celui-là en fait partie. On a un fondateur, enfin des fondateurs, on parle d'une société de 2500 salariés avec un certain nombre de millions de chiffres d'affaires et une valorisation, et qui ont pledge, ça veut dire donner toutes leurs actions à terme et leurs bénéfices à des fonds d'investissement pour le climat. Donc ça vient de là. Lorenz, qui est notre fondateur, était encore à Glasgow. Il a été sélectionné pour faire partie des personnes qui allaient défendre justement l'engagement du 1,5 degré auprès des ministres des Transports à Glasgow. Donc évidemment, ça ruisselle sur l'ensemble de la société. Depuis 2020, on a déjà, on a diminué en 3 ans, nous, 70% de notre impact en termes de CO2 par kilomètre. Donc on a fait d'énormes efforts. Et on est depuis l'année dernière, on compense 100% de nos émissions. Donc c'est une première étape vers ce qui a été évoqué d'ailleurs un peu plus tôt dans les sujets, vers le net zéro, sur lequel on travaille également maintenant. Mais au moins ça permet, au-delà de tout ce qu'on ne sait pas encore compenser, de le faire et d'éviter notre impact. Donc cette notion de neutralité carbone à l'échelle de l'entreprise, elle est un peu biaisée. On le voit aussi dans les échanges qu'on a avec l'ADEME. Elle est reconnue à l'international, mais en tout cas, voilà, c'est une 100% de compensation d'émissions, et la compensation, c'est pas la solution ultime, mais on va dire que c'est l'étape qu'on considère indispensable à l'échelle d'une entreprise, et on devrait, toute entreprise devrait compenser 100% de ses émissions, ça devrait être une base légale. Dans ce périmètre-là, comment on fait ensuite pour avancer? On a plusieurs niveaux d'impact. On a la fabrication des véhicules qui représente 80% de cet impact. Et après, on a les opérations. Fabriqués où? Alors, ça dépend. Il y en a qui sont fabriqués en Asie, et beaucoup de pièces en Asie, parce que malgré tout, sur le cycle, on a peu de filières de production en Europe, voire pas du tout, en tout cas pour ce qui sont des pièces. Et après, on a, par exemple, nos vélos maintenant la nouvelle génération a été rapatriée en Europe. On est en capacité de la produire dans des usines qui sont des usines de monteurs en Portugal. Donc on essaie de rapatrier au fur et à mesure les productions, notre réseau d'énergie, parce que nous on a un réseau d'énergie comme des stations-service de batterie qui sont positionnées dans les villes. Eux, elles sont produites en Angleterre, par exemple. Donc on a cette réindustrialisation au fur et à mesure. Les batteries aussi, puisque les batteries, les prochains groupes de batteries qu'on a vont être massivement aussi produits en Scandinavie par le groupe Northvolt, qui a une gigafactory qui est présente là-haut, et qui d'ailleurs se basera sur des cellules déjà reconditionnées. Donc on n'est plus dans la deuxième vie, on sera déjà nous-mêmes la deuxième vie de nos cellules. Ça, c'est pour ce qui est des véhicules qui sont électriques. Et d'ailleurs, en réalité, le plus gros de l'impact carbone d'un véhicule aujourd'hui, que ce soit un vélo ou une trottinette ou un scooter, c'est l'aluminium en fait. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la batterie. Donc là, typiquement, l'engagement qu'on a pris pour l'année prochaine, c'est que tous nos nouveaux véhicules vont être produits à 70% à base d'aluminium recyclé, ce qui va diviser par 2 encore notre empreinte carbone au niveau de la production. Donc tout ça, ça avance, ça progresse. Et au niveau des batteries aussi, on l'a vu, depuis 2 ans, on en est à récupérer les cellules maintenant et à pouvoir réellement les reconditionner. L'étape d'après, c'est les terres rares, c'est enlever le cobalt, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui sont
ils vont beaucoup. Honnêtement, les gros faiseurs de batteries vont beaucoup plus vite que nous en termes d'innovation et de technologie. Et on réduit considérablement cet impact, sachant que la plupart des véhicules qu'on opère nous, c'est pas des véhicules lourds, c'est-à-dire qu'avec des véhicules qui font au maximum une trentaine de kilos, on déplace 100 kilos de bonhomme, quoi. Donc c'est un impact énorme en termes de déplacement par rapport au ratio d'utilisation d'un déplacement soit musculaire, soit assisté par une batterie. Les enjeux aujourd'hui qu'on a, ils sont de sortir des centres-villes, parce qu'il y a très peu encore de projets qui sont montés, qui sont des projets, même si on est les seuls aujourd'hui à en opérer à l'échelle du territoire national. On opère sur la métropole de Grenoble et sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui représente un certain nombre de communes pour chacun. Donc on a cette expérience justement de l'intégration intercommunale et de ce dont on parlait, en particulier en première couronne et en première périphérie, puisqu'il y a énormément de trajets qui sont beaucoup trop courts, qui sont faits en voiture. Mais avec malgré tout des déplacements dont la moyenne est entre 2,5 km et 3,5 km. Donc on n'a pas un enjeu de la marche. D'ailleurs, on est souvent appelé comme étant des engins du dernier kilomètre, mais on n'est pas un engin du dernier kilomètre. S'il y avait un seul kilomètre à faire, marcher. Il n'y a pas d'enjeu à prendre ni un vélo, ni un VLS, ni une trottinette ou un scooter électrique pour faire 1 kilomètre. Donc l'enjeu, il est plutôt sur ces déplacements intermédiaires, et on voit, ils sont multipliés et démultipliés lorsqu'on est sur des couronnes, puisqu'en fait, on a la capacité d'amener et de faire du rabattement justement vers le transporteur public et de l'accompagner. Donc l'enjeu, il est vraiment aujourd'hui dans la micromobilité de ne pas être vu comme un outil qui se veut celui d'une ville, mais celui d'un territoire, pour justement venir, ce que disait juste avant sur cette partie-là, c'était vraiment de se mailler avec les transports lourds et d'avoir une vraie cohérence territoriale dans cette opération. Donc voilà un peu les enjeux que moi je pose en parallèle de Très bien. ce qu'on vient de parler. Merci beaucoup pour cette pierre dans le débat. Ludovic François, donc présentez-nous Vélocité, vous êtes le régional de l'étape, c'est le cas de le dire, et un peu les démarches que vous avez faites pendant la campagne municipale. Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'association Vélocité basée à Bordeaux est le porte-parole des cyclistes, une association qui existe depuis 1980, qui travaille sur les aménagements cyclables et qui est là pour faire la promotion du vélo, réclamer les aménagements cyclables quand ils sont nécessaires, et puis promouvoir aussi la vision d'une ville apaisée, dont parlait aussi M. Hainaut. Une ville apaisée, c'est une ville dans laquelle effectivement la rue redevient un lieu de vie, un lieu de rencontre pour les habitants, les riverains, les enfants. Et donc c'est une ville dans laquelle la place de la voiture diminue forcément, et voire à certains endroits est réduite au statut d'invité, et donc on peut retrouver des nouveaux usages. Je parle de la voiture, c'est voiture thermique et voiture électrique aussi. C'est important de le dire aujourd'hui, je crois que il y a un grand mirage sur la voiture électrique qui arrive en force et qui va continuer d'arriver, qui est une étape nécessaire, qui va permettre de résoudre un des griefs qui sont portés à la voiture, c'est-à-dire celui de la pollution atmosphérique et sonore, mais qui ne va pas résoudre tous les autres problèmes, notamment la congestion, l'encombrement de l'espace public. Un bouchon de voiture électrique sur la rocade sera toujours un enfer, et rien ne sera modifié en changeant seulement la motorisation. Pareil pour les voitures qui sont garées sur les trottoirs ou sur les bandes cyclables. Une voiture électrique garée comme ça sera toujours un danger énorme pour ceux qui font le choix de se déplacer à pied ou en vélo. Donc, ça veut dire que l'enjeu, c'est vraiment de développer, au-delà de ce changement de motorisation pour les véhicules de type voiture, développer les mobilités alternatives. Et donc, c'est tout notre credo. Développer les mobilités alternatives, ça veut dire les rendre attractives par une modernisation de l'offre, une amplification de l'offre, des nouveaux services, des nouveaux usages. On en parlait aussi. La sécurité aussi. La sécurité également, quand on parle des piétons et des vélos, c'est effectivement la sécurité. Et donc nous avons effectivement fait un travail l'année dernière à l'occasion des élections municipales pour construire et proposer aux élus un projet métropolitain basé sur le vélo. Donc c'est assez novateur. C'est un projet assez complet, articulé sur cinq piliers, et qui permet de répondre aux attentes des habitants.
Effectivement, vous avez évoqué aussi, M. Hainaut, ces attentes-là. Les gens veulent faire du vélo. À Bordeaux, on a la chance d'avoir anticipé un peu avant Covid cette bascule culturelle pour le vélo. Et donc les gens avaient déjà le réflexe, pour un certain nombre d'entre eux, de faire du vélo. C'était quelque chose qui était perçu comme aussi moderne et pas ringard, hein, parce que c'est important aussi pour développer les mobilités alternatives. Il faut qu'on donne une image et l'envie d'utiliser ces modes de transport. L'année passée, effectivement, a amplifié le mouvement ici à Bordeaux comme ailleurs. Et donc, notre projet est venu à point nommé. Ce projet, quel est-il? Donc, c'est un projet qui va permettre de répondre, comme je disais, aux attentes des habitants, notamment ce que veulent les habitants pour se mettre au vélo. Hein. C'est ça l'enjeu, c'est de toucher les personnes qui ne font pas encore de vélo et qui veulent s'y mettre, en proposant des infrastructures cyclables, modernes, continues, entre la périphérie et le centre-ville. C'est quelque chose qui n'existe pas souvent et qui est souvent un frein, un des premiers freins à l'utilisation du vélo hors des centres-villes. Parce qu'effectivement, on se retrouve très fréquemment sur une piste cyclable interrompue et du coup, beaucoup de personnes rechignent, rebutent à prendre le vélo. Donc, nous avons esquissé un grand réseau cyclable que l'on a qualifié de réseau cyclable à haut niveau de service. Donc, j'ai apporté une carte, si on peut la projeter, pour vous montrer l'ampleur de ce qu'on a proposé. C'était 300 km, quasiment 300 km de pistes cyclables en site propre, permettant de relier la périphérie au centre-ville. Alors je ne sais pas si on va... Voilà, vous l'avez ici. Donc ce n'est pas une carte de tram, de train, de métro, c'est une carte vélo, avec des axes vélo qui permettent donc de faire ces liaisons qui sont souvent très compliquées à faire en périphérie parce que les aménagements ne sont pas complets, comme je disais, puis on est noyé dans un flot de véhicules incessant toute la journée, c'est très dangereux. Et donc il faut pouvoir accompagner les gens sur ce choix, sur ce changement modal vers le vélo. Et donc ces pistes-là, c'est inspiré du standard néerlandais ou danois qu'on peut trouver. Ce sont des pistes larges, correctement balisées, continues. Alors on va voir un peu ce que ça peut donner. La ville de Grenoble avait fait une première mise en application d'un réseau cyclable à haut niveau de service. Donc on voit très bien que la piste, elle continue au-delà du carrefour. Elle continue dans l'axe, c'est important. Elle est bien matérialisée. On va pouvoir suivre la ligne, en fait, comme le tram nous emmène sur une ligne très claire et très précise. Voilà. Et quand on passe aux exemples hollandais, alors c'est le niveau au-dessus avec des ponts, avec des autoroutes à vélo, des voies vraiment spécifiques qui empruntent des itinéraires où il y a peu d'intersections, où le vélo, on peut circuler en vélo d'une manière sécurisée, au calme, et sans la dangerosité du trafic voiture. Les Hollandais vont très loin avec ce projet, par exemple à Utrecht, où on voit que la piste cyclable qui doit relier le pont a été créée dans le cadre de la construction de l'école qui est dessous. Et en fait, on voit que l'urbanisme cyclable peut redessiner tout un quartier et accompagner même la création d'une école. Donc, on ne ferait pas ça avec une autoroute, hein, parce que faire une école sous une autoroute, c'est pas jouable. En revanche, avec une autoroute à vélo, ça devient évident et ça permet en plus aux enfants d'aller à l'école en vélo. Donc, c'est absolument un progrès. Voilà, donc un très haut niveau de qualité qui demande un investissement conséquent. Le grand réseau que j'ai projeté au début, 300 km, on l'avait estimé à 200 millions d'euros d'investissement pour la collectivité. C'est quelque chose d'assez nouveau quand on parle de ces montants-là pour l'infrastructure cyclable, ça n'a jamais été vraiment fait. Voilà, une intersection un peu plus modeste, mais qui est aussi très, très clairement définie. Et puis il y a le stationnement. Le stationnement dans les gares. Notre grand réseau vélo de Liane, à travers la métropole, il passe par toutes les gares, par les 18 gares du futur RER et par les gares de train, par les grands pôles de transport en commun. Et il va permettre cette intermodalité en fait, que les gens réclament pour pouvoir donner un hinterland assez facile avec le vélo pour les gens qui viennent en RER, par exemple. Vous arrivez de Libourne, vous arrivez de Langon, vous pouvez descendre dans les futures gares rénovées de Villeneuve-d'Ornon, de Bègles, prendre le réseau cyclable à haut niveau de service que la métropole appelle réseau express vélo, qui est la même chose,
et rejoindre par exemple le campus, voilà, avec un itinéraire clair. Et ainsi, on démultiplie la portée du vélo et on va pouvoir répondre aux enjeux qui ont été évoqués tout à l'heure de liaison extra-urbain vers le centre-ville. Et les Hollandais vont très loin dans la qualité de service proposée pour le stationnement, puisque c'est un parking vélo. Alors c'est le plus grand du monde, il fait 6500 places. Il est à la gare d'Utrecht et vous y rentrez en vélo. Vous n'avez pas une porte à ouvrir en tenant votre vélo et en badgeant avec l'enfant dessus le vélo. Vous rentrez en vélo et vous choisissez votre niveau pour vous garer en vélo. Et c'est très clair et très moderne. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir donner envie aux gens de faire du vélo et d'aspirer à une intermodalité et surtout de lâcher la voiture parce que voilà, il faut que ce soit moderne et que ça donne envie. Je terminerai donc avec si ça peut passer, avec la carte qui a été peu diffusée encore du plan vélo, voté la semaine dernière par Bordeaux Métropole et qui est largement inspirée du travail qu'on a pu faire avec la métropole pendant ces élections municipales. Cette carte qui a donc été votée par les élus, c'est 264 km de réseau cyclable à haut niveau de service, donc de réseau vélo express. Vous en avez perdu 37 sur 300. On a perdu 37. Pas mal. On voit que la presqu'île n'est pas tout à fait encore connectée, et puis il y a peut-être quelques morceaux qui manquent, et des difficultés de territoire qui sont apparues. Mais on est très ambitieux, très content de ce résultat. Et l'investissement annoncé est de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros sur 10 ans et 70, si je ne me trompe pas, sur le mandat. Donc on espère un saut qualitatif et quantitatif important sur ces sujets. Et les travaux commencent lundi prochain. Merci beaucoup. On va refaire le petit débat tout à l'heure sur justement la coopération. Le dernier intervenant, je donne tout de suite la parole. Albert Pérez, donc directeur de la mobilité d'Engie Solutions. Si vous pouvez nous présenter Engie Solutions très rapidement. Et puis votre capacité à déployer et exploiter des stations sur plusieurs types d'énergie. Très bien. Donc je vais vous parler d'Engie. On l'a présenté ce matin. C'est un acteur énergéticien historique en France, acteur majeur de la transition énergétique. Qui produit, qui fournit et qui délivre l'ensemble des énergies renouvelables, que ce soit de l'éolien, du solaire ou de l'hydroélectricité. Donc je vais rebondir, vous avez parlé des vélos, je vais parler des bus, je vais parler des véhicules aux particuliers. Aujourd'hui, on a un enjeu qui est majeur. C'est être capable finalement de délivrer les infrastructures et les énergies qui vont venir alimenter ces infrastructures. Aujourd'hui, il y a 3 types de carburants alternatifs. On va parler de bio-GNV, on va parler d'hydrogène vert et on va parler d'électricité. Et ces 3 carburants, malheureusement, aujourd'hui, on a trop tendance à vouloir les opposer. Alors qu'ils n'ont qu'un but, c'est finalement être capable, être en mesure de remplacer très clairement le diesel. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des niveaux de maturité qui sont totalement différents, des usages qui sont totalement différents. Et je pense qu'ils sont complémentaires. Donc aujourd'hui, Engie déploie. On fait le design, on fait les installations, on fait l'exploitation et on délivre les énergies de ces stations. Donc on réalise des stations bio-GNV avec un objectif. Alors le bio-GNV aujourd'hui sert plus à délivrer les transports routiers, les poids lourds. Donc on a cette capacité à installer des stations, alors la plupart du temps c'est sur du foncier privé pour alimenter ces poids lourds et leur délivrer du bio-GNV pour qu'ils puissent éviter de venir délivrer trop de CO2 et des nuisances sonores ou des nuisances sonores. Après il y a l'hydrogène. Alors le GNV, on va dire aujourd'hui que on est sur un niveau de maturité qui est assez satisfaisant. On est mature. Sur l'hydrogène, on va qualifier finalement ce carburant comme étant un carburant naissant. On est en plein développement, les technologies sont en train d'évoluer et de progresser significativement. Et aujourd'hui, on déploie des stations d'hydrogène vert. Alors qu'est-ce que c'est l'hydrogène vert, À partir de sources d'énergie renouvelable, on va alimenter un électrolyseur qui lui-même va produire de l'hydrogène derrière. Donc il faut avoir cette capacité à trouver ces sources d'énergie renouvelable et derrière pouvoir les mettre en application pour alimenter. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des bus,
des bennes ordures ménagères. Je prends l'exemple de la ville de Pau, pour laquelle on exploite finalement la station d'hydrogène qui alimente les bus de la ville de Pau qui fonctionnent en hydrogène. Et après, vous avez l'ensemble des infrastructures que l'on doit déployer pour les bornes de recharge électrique. Et là, pareil, donc on travaille énormément avec les collectivités. Alors que ce soit pour l'hydrogène aussi, l'hydrogène, il y a tous ces écosystèmes territoriaux qui sont apparus et qui nous permettent finalement de monter des projets avec les collectivités, de déployer des projets avec les collectivités. Et c'est grâce aux collectivités qu'on arrive finalement à aller au bout de ces projets, car il y a des engagements très forts. Les collectivités aujourd'hui s'engagent de plus en plus à transformer leur parc. Des bus qui passent en hydrogène, des bennes ordures ménagères qui peuvent passer à l'hydrogène ou au gaz. Et sur les bornes de recharge électrique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est accompagné par les collectivités qui nous mettent à disposition du foncier. Et après, l'objectif, c'est d'être capable d'aller déployer l'ensemble des bornes électriques sur ce foncier pour que finalement, chaque utilisateur d'un véhicule électrique puisse trouver à proximité ces stations électriques. Alors, des accompagnements existent, ils sont différents en fonction de ces 3 carburants alternatifs. Sur le bio-GNV aujourd'hui, l'accompagnement de l'État ou de l'ADEME se fait essentiellement sur l'achat du véhicule avec un suramortissement. Sur l'hydrogène, on a vraiment une ambition très forte alors de l'Europe, de la France. Et il y a un plan massif qui a été mis en place pour développer ces écosystèmes territoriaux. Et là, il y a un accompagnement, bien entendu, sur l'achat des véhicules, mais aussi sur le déploiement de toutes les infrastructures. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de le faire pour être compétitifs face à d'autres carburants. Et la même chose est exercée aujourd'hui sur les bornes de recharge électriques, où un accompagnement très fort existe aujourd'hui pour l'achat des véhicules, pour le déploiement de ces bornes. Mais on le voit aujourd'hui, le chargeage, il est énorme. Quand on écoute les ambitions de l'Europe, du gouvernement français, il faut qu'on arrive à déployer toutes ces infrastructures. On est en retard, très clairement on est en retard. Si on regarde les bornes de recharge électrique aujourd'hui, l'ambition 100 000 bornes, on n'y est pas encore. On va y arriver certainement. On est à combien actuellement ? Aujourd'hui, on va être allé à 40. Alors, on va parler en points de recharge accessible au public. On est à 45 000 points aujourd'hui. Avec un objectif, c'est aussi de déployer sur l'ensemble des autoroutes de la France que chaque station ou aire de service qu'on va trouver sur les autoroutes puisse avoir des bandes de recharge. Donc, il y a un effort massif qui est fait et il faut que l'ensemble des entreprises puissent participer activement à cet effort. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour avoir posé les enjeux. Maintenant, je voudrais qu'on creuse deux problématiques qui sont complémentaires de ce que vous avez dit. C'est d'une part ce qui se fait au Japon, ce qui pourrait peut-être être tenté, pourquoi pas à Bordeaux, c'est d'essayer, on en a parlé aussi avec M. Hainaut, le décalage des horaires d'embauche et de débauche et l'articulation de ce décalage avec également tout ce qui est accompagnement des enfants. Parce que il n'y a pas que le domicile-travail, il y a l'école et ça complexifie. Du coup, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la métropole sur cet enjeu ? Bien sûr que nous réfléchissons à ces enjeux-là qui font partie des enjeux de mobilité. Et d'ailleurs, il ne faut pas opposer les mobilités les unes aux autres. Il y a aussi le free floating, il y a beaucoup de choses qui se passent, même si je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Au Japon, vous pouvez lire vos mails chez vous avant d'aller embaucher, ça compte dans le temps de travail. Et il y a un exemple qui est très intéressant, c'est celui de Rennes, qui a mis effectivement toutes les entreprises, le milieu hospitalier, les universités autour de la table, et en essayant d'aménager les temps de travail. Parce qu'effectivement, tout le monde prend le transport ou la voiture encore aujourd'hui à la même heure, vers 8 h du matin, et puis vers 17-18 h le soir, et ça va pas. Et donc effectivement, on retrouve de l'attractivité, et on retrouve de la qualité de vie, de la qualité de transport et de la fluidité, si on arrive à aménager ces temps de travail. Concernant les enfants pour l'école, il y a des pédibus qui sont mis en place. La difficulté alors le pédibus, c'est les parents qui sont volontaires, qui accompagnent les enfants à pied. Alors l'été ou au printemps,
c'est un peu plus facile que l'hiver, parce qu'effectivement, on a la problématique de ces TP des bus qui s'arrêtent quand il ne fait pas beau, ce qui peut se comprendre. Mais quand on regarde aussi devant les écoles, et je reviens au temps de travail et aux heures d'embauche et de débauche, je pense que vous êtes tous devant de temps en temps une école, et c'est souvent les mamans qui amènent les enfants, qui font les courses et autres. Et je crois que là aussi, dans les jeunes générations, le regard est en train de changer avec un partage des tâches, et ça peut être aussi un levier sur la mobilité, c'est important. Donc effectivement, il faut limiter les flux aux heures de pointe, il faut accompagner, il faut travailler, et je crois que c'est une des solutions aussi. Et Transdev, comment vous analysez cette problématique et comment vous essayez de la résoudre éventuellement? Oui, écoutez, vous avez raison, les trajets domicile-travail, en fait, aujourd'hui, ils sont très structurants. Ils représentent aujourd'hui 60% des distances parcourues. On sait aussi qu'un déplacement, il est chaîné. C'est-à-dire qu'en voiture, on va prendre sa voiture, on va faire le domicile, l'école et après le travail. Et en fait, un décalage des horaires d'embauche qu'on constate de plus en plus, d'ailleurs avec la montée en puissance du télétravail, avec aussi l'attention qu'on a tous de ne pas recréer une fracture sociale entre ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne le peuvent pas. Mais en tout cas, on voit bien que les décalages des horaires d'embauche s'accompagnent nécessairement d'un décalage des débuts de cours. Puisque les deux sont liés de manière naturelle. Et ça, c'est quelque chose de complexe. En fait, on n'y arrive que parce qu'on est capable de mettre les acteurs autour de la table. Qui a été fait à Rennes, par exemple. Exactement. Ça ne se décrète pas. C'est un travail, c'est un écosystème. Il y a beaucoup d'acteurs différents qui sont engagés. Il y a de la logique de sur-mesure, il y a de la logique d'expérimentation aussi qu'il faut savoir créer. Et puis en tirer des enseignements. Et puis, comprendre les habitudes des vies de famille, comprendre les habitudes du rythme des enseignants, comprendre les types d'emplois et les contraintes associées. On parle souvent de la ville du quart d'heure. Moi, je pose la question, la personne qui travaille dans une entreprise de propreté et de nettoyage, qui met 1h30 parce qu'elle ne peut pas habiter sur son lieu de travail, qu'est-ce que ça représente pour elle, la vie du quart d'heure? Rien du tout. Enfin, il faut être clair. C'est de la longue distance, il faut être capable de l'aborder un peu différemment. Et à des horaires en plus qui sont tellement décalés. Donc il y a une disposition avec les entreprises. Nous, chez Transdev, on déploie dans les réseaux urbains que nous avons la chance d'opérer en délégation un accompagnement, un certain nombre d'outils et de services pour avec les entreprises, travailler sur leur plan de mobilité. Et en fait, l'idée, c'est de s'emparer du forfait mobilité durable, évidemment, puisqu'il faut que les entreprises s'en emparent et travaillent le sujet. Et qu'elles soient aussi très ouvertes, vous l'avez dit, à la complémentarité et à des différents modes et actifs comme transport en commun. Donc, accompagner les salariés dans des leviers qu'ils peuvent avoir quant à l'organisation de leur journée de travail, de leurs déplacements et de toutes les opportunités éventuelles liées au covoiturage, au vélo, au déplacement, aux modifications des horaires que peuvent faire l'entreprise, et puis aussi apporter des outils digitaux. Ça, c'est aussi notre métier, c'est d'apporter les outils et les solutions digitales qui leur permettent d'avoir de l'information en temps réel, d'avoir des outils prédictifs. On a fait une expérimentation avec Île-de-France Mobilité où on a intégré la voiture dans le calculateur d'itinéraire. Ça peut paraître bête, mais quand vous avez à rejoindre, par exemple, un parking relais, ça peut être intéressant d'intégrer votre propre trajet avec votre voiture dans le dispositif et d'avoir l'ensemble de la chaîne qui se déploie. Voilà, un certain nombre de sujets de cette nature. Justement, là-dessus, c'est vraiment la question centrale. Comment faire coopérer les différents acteurs que vous êtes, qui offrent tous des solutions complémentaires? Comment coopérer, justement, on en parlait avec Ludovic, sur une billettique unique, avec Sylvain sur des applications sur lesquelles les usagers auraient tous les opérateurs. Comment travailler ensemble et quel est le rôle aussi de la métropole pour peut-être mettre ensemble autour de la table les différents acteurs dont on parlait?
La question est ouverte pour vous 5. Oui, il y a quelque chose d'important, vous l'avez dit, c'est la billettique unique. Et c'est une expérimentation que nous mettons en place avec la région sur les TER, puisqu'il y a l'acceptation tarifaire. Vous avez un abonnement à la semaine ou au mois ou à l'année sur le réseau TBM, vous pouvez prendre sur la ligne 42 du Médoc, donc jusqu'à la gare, vous pouvez prendre le TER pour le même tarif. Et c'est important. Mais je crois que tout ça, ça part d'un diagnostic aussi et d'une volonté politique. Et aujourd'hui, la volonté politique, que ce soit à la région ou à la métropole, elle est là. Et il y a d'autres expérimentations qui ont lieu. Et c'est par exemple ce qui a été fait par KBM pendant le Covid, avec l'affichage sur les stations tram du temps que l'on pouvait mettre à pied pour se déplacer. S'il y a une station, c'est peut-être plus intéressant de faire quelques mètres ou voire 1 kilomètre à pied que de prendre le tram ou le bus. Donc tout ça, c'est vraiment les opérateurs ensemble qui doivent s'associer, qui doivent travailler et trouver des solutions. Il faudrait peut-être aussi, on a très peu parlé de la marche, je viens de le dire, on parlait de l'école tout à l'heure. Aujourd'hui, les enfants, on les amène presque dans l'école, comme quand on va faire ses courses, on veut rentrer dans le magasin. L'enfant sait très bien qu'il fasse 10 minutes ou un quart d'heure de marche avant d'aller prendre ses cours. Il arrive plus en forme. Et des fois, les parents prennent la voiture pensant gagner du temps. Ils bouchonnent autour de l'école, ils se garent mal, ça fait des problèmes. Et en définitive, si ils habitent à moins d'un quart d'heure, on revient à la ville du quart d'heure, c'est important, ils peuvent aussi accompagner l'enfant à pied, voire en vélo si les structures sécurisées sont là. Ludovic, là, sur cette coopération entre les différents acteurs, parce que la carte que vous nous avez montrée, elle est impressionnante, mais comme vous le disiez, on aura toujours besoin de la voiture, on aura toujours besoin des bus, on aura toujours besoin des RER, donc comment ça s'articule tout ça? Oui, évidemment, le vélo, il répond à une problématique de déplacement comprise entre 2 km et maintenant avec les vélos à assistance électrique, on croise beaucoup d'usagers qui font parfois 15 km. Donc les distances sont assez grandes et dans cette fourchette de distance, on peut inclure une grande proportion des déplacements quotidiens qui sont réalisés. Évidemment, c'est des déplacements les plus simples possibles. Quelqu'un qui va se déplacer toute la journée sur la métropole avec des choses à transporter, avec des rendez-vous à droite à gauche, ça va être compliqué d'avoir uniquement la solution vélo pour ça. En revanche, ça peut être la solution vélo sur une journée, ça peut être l'autopartage sur le lendemain, ça peut être les transports en commun, ça peut être le train, et notamment quand le RER sera performant, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt compliqué de se déplacer en train autour de Bordeaux. Et pour ça, effectivement, on a besoin d'une billettique unique, parce que vous faites le choix de ne pas avoir de voiture, vous avez toujours l'autopartage qui est à disposition pour les déplacements qui sont vraiment impossibles à faire en transport en commun ou en vélo. Mais ça va être le dernier recours, si je peux dire ainsi. Et donc, pour le reste, vous avez besoin d'avoir cette facilité d'usage, qui va aussi participer à l'attractivité de la solution mobilité alternative. Et on a, nous, imaginé par exemple un pass Gironde. Pass Gironde qui pourrait inclure le train, qui pourrait inclure le car, qui pourrait inclure les transports en commun de la métropole, mais ceux aussi d'Arcachon, ceux aussi de Libourne, voilà, des grandes villes du département. Toutes les solutions de déplacement alternatifs à la voiture, parce que quand vous faites le choix de ne pas avoir de voiture, c'est compliqué. C'est compliqué pour sortir de Bordeaux, c'est compliqué pour aller à tel ou tel endroit du département. Et les bassins de vie de la plupart des gens, ça reste quand même le département. Et donc un pass départemental pourrait être pertinent. Et il faut pour ça réunir tous les acteurs et s'entendre sur une tarification unique, sur une billettique unique, y compris informatique, quoi. Donc c'est vrai que ça pose des vrais problèmes. Mais je pense qu'il faut accélérer sur ce sujet-là. Est-ce que ça existe dans certaines villes? Je pense que ça existe, oui, ça existe. Chez les Autrichiens, notamment en Allemagne peut-être. Sylvain, peut-être là-dessus, aussi sur la question d'une application numérique unique. Vous êtes par exemple partenaire de la RATP. Sur le site de la RATP, on peut choisir tiers. Oui, alors si on prend la co-intégration pour justement répondre à cet enjeu, parce que le premier c'est les infrastructures, on en a parlé, il y a tous les cyclopolitains, tous les grands réseaux, des grandes villes changent d'ailleurs. Milan a sorti une carte d'ailleurs assez similaire finalement à celle-là hier. Donc il y a des grands enjeux. Nous on opère justement dans ces villes qui ont été donné un exemple, qui sont Grenoble et Utrecht, comme ça, où on a été sélectionné dans les deux cas pour opérer ces territoires. Donc on voit très bien qu'une infrastructure égale de la performance.
Grenoble, aujourd'hui, c'est une des villes les plus performantes en Europe en termes d'usage par les usagers sur nos réseaux. De vélo. Grenoble. De vélo. Grenoble, de vélo et de Ouais. trottinette. Donc Grenoble, d'accord. Donc ça veut dire que l'infrastructure Que ça monte. et la cohésion, non pas tant que ça finalement, mais la cohésion entre les réseaux et l'infrastructure est très importante. Comment on fait pour relier le transporteur public, comment on fait pour s'y intégrer, comment on ramène et on fait du rabattement vers le transport public, et aussi parfois comment on fait pour décharger. Et ça existe aussi. On a des lignes où on vient densifier l'apport de véhicules pour justement donner une alternative entre les fréquences du transporteur, pour lui donner des alternatives au remplissage d'une ligne en particulier. Donc ça existe aussi. Ça, c'est un premier enjeu qu'on maîtrise très peu, sur lequel on peut essayer d'influencer. Le deuxième, c'est effectivement l'intégration technique. Donc ça, c'est le deuxième enjeu qui passe par ce qu'on appelle les MaaS, donc les Mobility as a Service. Nous, on y a cru très tôt, on a plus de 40 intégrations en Europe, donc on a poussé très très loin ces intégrations, et ces intégrations, aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est du territoire national, elles sont encore relativement assez faibles, pour une bonne raison. Qu'est-ce que vous entendez par intégration? Alors l'intégration, ça veut dire la capacité d'aller utiliser une seule et même application pour aller justement à ce stade soit du paiement, même s'il n'est pas sur une billettique unique, ou alors carrément l'intégration dans un forfait unique de déplacement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a encore des acteurs qui sont relativement assez vieux sur les plateformes techniques sur lesquelles on s'intègre. Ça, c'est pour la France, mais en Europe, on va très loin. On a même des accords inversés. Par exemple, à Helsinki, on est dans le service qui est opéré, mais nous aussi, lorsqu'un usager prend un vélo et une trottinette, il peut acheter en complément son ticket de transport public dans l'application. Donc, on sait faire ce genre d'intégration lorsque les systèmes sont suffisamment modernes pour les concevoir. Et l'ambition, très honnêtement, je pense que c'est qu'un jour, comme on le disait, on disparaisse dans le cadre d'un service qui soit public et qui soit dédié aux usagers d'un grand territoire. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est l'intégration technique. On le fait avec RATP à Paris, effectivement. On a des offres communes à Lyon aussi avec l'opérateur. On fait partie aussi des opérateurs sélectionnés par Transdev dans le cadre des partenariats et des accords de référencement. Donc on essaie vraiment de favoriser ce réseau de mobilité. Ici, on est dans discussion avec Ecomobi, par exemple, pour que les usagers qui vont opérer, puisqu'on gagne des points sur Ecomobi quand on fait TBM, eh ben, l'idée c'est de pouvoir aussi utiliser ces points ailleurs et de montrer qu'on peut faire cette intermodalité à un coût réduit. Donc cette approche, elle doit être pensée sur mesure. Et donc elle a vraiment ces trois niveaux qui doivent se faire. Et le troisième niveau, le niveau complémentaire, c'est l'intégration légale. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les mobilités ne sont pas coopérées en DSP. Vous en avez parlé tout à l'heure. Hein, c'est surtout aujourd'hui le transport lourd et le cycle, d'ailleurs plutôt du cycle en station. Or, l'ensemble des mobilités alternatives peut être pensé pour être dans des services publics et opéré par le transporteur public. Donc il y a aussi ces niveaux de coopération légaux et avec des formats de contrats qui sont adaptés à apporter l'opérationnel et ensuite la tarification qui fait sens justement pour pousser ça. Monsieur Pérez, si vous vouliez juste commenter peut-être cet enjeu de coopération entre les acteurs. Moi je vais parler des bornes de recharge électrique aujourd'hui. Il y a différents opérateurs. Il faut nécessairement une interopérabilité pour qu'on puisse aller se charger dans n'importe quelle borne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a vraiment toute cette réflexion à apporter parce qu'effectivement, sinon, les usagers ne s'approprieront pas ces nouveaux moyens de transport. Et il faut qu'on arrive à faciliter l'accès, à faciliter cette interopérabilité, de manière à adresser le plus de clients possible. Et après, pourquoi pas avoir des réflexions. Je prends ma voiture, je la dépose, je prends un bus, donc je prends un vélo. Donc il faut réfléchir à toute la chaîne, puisque on peut avoir besoin d'une voiture pour faire un déplacement long, se poser dans un parking, tout de suite prendre un vélo et aller se rendre dans un lieu en centre-ville pour lequel on n'a pas envie de prendre la voiture. Donc il faut réfléchir au cycle dans sa globalité, alors qu'aujourd'hui on a des approches qui sont quand même assez séparées, mais je pense qu'on va y arriver et c'est une solution vraiment à apporter. Monsieur Hainaut. Oui, moi je voulais peut-être mettre l'accent sur 2 ou 3 points. La nécessité en fait sur l'intermodalité de faire de la pédagogie et d'acculturer les gens. C'est-à-dire que
Nous, en tant qu'opérateur de transport, on va former les jeunes dans les écoles, on leur apprend à utiliser les transports publics et en sécurité. À côté de ça, vous allez à l'auto-école, vous apprenez à conduire et on vous parle de la voiture. Quand on est en train de développer la logique vélo, finalement, on est en train d'intégrer la logique vélo dans les écoles, comme on va apprendre à nager. Et le risque, c'est d'être siloté et d'être segmenté. Donc, cette pédagogie, elle nécessite aussi que les acteurs se rassemblent et pensent à intégrer dans l'esprit de chacun le fait qu'on est intermodal et pas marche plus vélo ou marche plus voiture uniquement, mais qu'on aille beaucoup plus loin dans cette logique-là. Et ça nécessite évidemment de la pédagogie, de bien appréhender les différents niveaux de mobilité des uns et des autres et de les ajuster pour apporter une solution efficace et fiable et innovante. Dans l'autre partie que je voulais aborder, c'était en tant qu'opérateur, nous, on n'est pas uniquement un opérateur. On s'inscrit dans un territoire, on noue tous les partenariats nécessaires et on essaie d'être un acteur du territoire pour justement être au cœur de ces enjeux et essayer d'amener des idées, des solutions, d'y contribuer, peut-être de faire des expérimentations. Et c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on travaille ensemble. Donc c'est l'idée vraiment d'essayer d'apporter un bénéfice sur tous les plans. On va parler d'écologie évidemment ici, mais on peut parler d'inclusivité, de dimension sociale et de toute la logique territoriale et économique finalement dans laquelle on s'insère quand on est opérateur sur un réseau de transport. Et puis on l'a vu, il y a le vélo, il y a toutes les solutions, la ville du quart d'heure pour certains, mais pour d'autres il faut quand même qu'on les aide à diminuer leur temps de transport et d'avoir plus d'efficacité, y compris quand on travaille en posté, la nuit, etc. Mais je vais vous donner un petit scoop. On a une première retour d'une enquête du CREDOC qu'on a diligentée sur les questions de mobilité. On a questionné en fait à travers une enquête qui est régulière sur les conditions de vie des Français. Donc on a interrogé 3000 Français. Donc ça c'est le CREDOC qui a dimensionné son échantillon représentatif. Et puis on leur a dit sur quoi en fait l'État, les collectivités doivent agir en priorité selon vous. Et aujourd'hui en fait 50% des gens qui ont été interrogés pensent que c'est prioritaire de développer les transports collectifs, j'allais dire devant les enjeux de développement, d'aménagement, je veux dire, et devant le développement de la voiture électrique. Donc on a tous collectivement un grand rôle à jouer parce que les Français nous attendent très clairement sur cette dimension-là. En tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages, vos expertises et tous les exemples que vous avez pu nous donner. Et puis, rendez-vous dans quelques années pour tous ces aménagements durables. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.